Bonjour chers amis. Bon, il y a un truc ici, je comprends pas. Pourquoi il y a ça? Bon, il fallait que je m'explique un peu. J'aimerais bien un petit peu voir ce qui se passe. Voilà. Le micro. Pourquoi le micro, la caméra marche pas? Je comprends pas. Bon, c'est vrai que j'ai enlevé l'image. Bon, c'est pas méchant. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va. Écoutez, je vous invite, surtout pour les nouveaux, hein, de vous abonner, de partager cette vidéo, de mettre un pouce et d'activer la clochette si vous souhaitez que cette chaîne grandisse, s'élargisse et puis prenne de la valeur pour qu'un plus grand nombre puisse écouter, suivre mes vidéos, surtout des vidéos d'histoire. En tout cas, je ne donne pas toujours les moindres détails, mais bon, je vous laisse un petit peu aussi, un peu faire le travail, chercher un peu de votre côté ce qui peut compléter votre curiosité, votre goût d'apprendre. Parce que bon, je peux pas tout vous donner, hein. Ce serait trop long, ce serait des vidéos et YouTube ne supporterait pas, je pense. Alors, nous allons poursuivre l'histoire. Où j'en suis là? Oh, décidément. Voilà, nous allons parler toujours de Monsieur Charles de Gaulle, ou plutôt le colonel de Gaulle, puisqu'en 1940, au mois de mai, il était encore colonel, bien que nommé général provisoire. Il a été nommé provisoirement général au mois de mai, puis au mois de juin, il sera officiellement général de brigade. Donc pour l'instant, voilà. Alors nous lisons un petit peu, nous parcourons. Lorsque la guerre éclate, Charles de Gaulle, donc monsieur Charles de Gaulle, s'il vous plaît, est toujours colonel, en 1939 bien sûr, et commande par intérim les chars de la 5e armée du général Bourré. Qui c'est cet homme-là? Le général Bourré, c'est sûrement lui, hein, probablement. Le 26 janvier 1940, il envoie à 80 personnalités civiles ou militaires, dont Léon Blum. Voici le portrait de Monsieur Blum et Paul Reynaud, ancien président du Conseil sous le gouvernement Albert Lebrun, je le rappelle, ainsi qu'aux généraux intitulés L'avènement de la force mécanique. Le texte insiste sur la nécessité de constituer de grandes unités autonomes blindées plutôt que de disperser les chars au sein d'unités tactiques. Bon, ça c'est comment dire, les tactiques militaires, hein. Alors, on va continuer. Le 15 mai, il reçoit la mission de retarder l'ennemi dans la région de Laon, si vous préférez, Laon, afin de gagner des délais nécessaires à la mise en place de la 6e armée, de la 8e, non, 6e armée, pardon, chargée de barrer la route de Paris. Mais sa division blindée n'est encore qu'en cours de constitution, ses alliés n'ayant jamais opéré ensemble. Il dirige pourtant avec cette unité une contre-attaque vers Montcornet, décidément. Est un épisode de la bataille des Puy des Fromages lors de la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulée le 17 mai 1940 à Montcornet dans l'Aisne. Je croyais que l'armée était battue, mais enfin bon. Ah oui, mais ça oui, entre le Pays des Fromages et la Belgique, oui. Enfin, pas ça. La Célène, il y avait encore une partie d'armée qui continuait à se battre. Oui. Bon, enfin, le 21 mai, à la suite de la bataille de Montcornet, donc l'état-major envoie un correspondant de guerre pour interroger Monsieur de Gaulle, qui lance à cette occasion à Savigny-sur-Ardre un premier appel radiodiffusé destiné à remonter le moral des habitants du pays des fromages en vantant les mérites des divisions blindées et qui se termine par la phrase grâce à cela un jour nous vaincrons sur toute la ligne. Oui, bien sûr. Bon, le 25 mai, il est nommé général de brigade. Voilà, à titre temporaire, je viens de vous le dire. Quelles sont les sources d'ailleurs? Centre national de recherche scientifique, pays des fromages, d'accord. Et ici, même chose, hein, oui. Cette nomination, dans une promotion de 6 colonels, correspond au fait que M. de Gaulle, en tant que commandant d'une division blindée depuis le 7 mai 1940, fait déjà fonction de général. Ses 3 collègues commandants de division blindée des CR étant tous déjà généraux, elle suscite la satisfaction de
Charles Maurras dans l'Action France des habitants du pays de fromage. Alors, je vous rappelle que Charles Maurras a influencé fortement le général de division, Monsieur Charles de Gaulle. Alors, qu'est-ce qu'on va lire là? Les résultats. Non. Alors, au cours de la bataille de Montcornet, le 17 mai, la division de Gaulle perd une quinzaine de soldats tués, une dizaine d'autres blessés et 25 chars contre 85 engagés, les Allemands n'ayant de leur côté perdu aucun char. Ah, face au défaitisme ambiant, la bataille de Montcornet, qui se solde pourtant par une défaite sur le plan militaire, prit l'allure d'une victoire morale. Bon, elle doit être mise en vis-à-vis de la bataille de Hanau, c'est ça, bataille de Hanau, oui. Hop là, voilà, regardez un petit peu les chars français, oui. Bon, les 12-14 mai, et tout ça en 1940. Hein. Celle-ci est livrée en Belgique par un corps d'armée blindé dirigé par le général Priou contre un corps allemand de 2 Panzer division commandé par le général Hübner. Bon, on continue. Hein. Entre le 26 mai et le 2 juin, la Grande-Bretagne décide, sans concertation avec le commandant des habitants du pays des fromages, de replier son armée en rembarquant par Dunkerque la totalité de son corps expéditionnaire. Bon. Les Anglais nous ont abandonnés, donc 200 000 hein, quand même, plus de 200 000 hommes, ainsi que 139 229 des habitants du pays des fromages, laissant le reste de l'armée des habitants du pays des fromages seul face aux Allemands, qui capturent tout leur matériel, 2472 canons, près de 85 000 véhicules, 68 000 tonnes de munitions, 147 000 tonnes de carburant, 300. Bon, enfin, j'ai arrêté les chiffres. Hein. C'est la débâcle du pays des fromages. Hein. Bon, le 1er juin, le colonel de Gaulle est nommé général de brigade. Voilà, lui, en mois de juin, il devient général. D'accord. Alors, général de brigade, c'est une étoile, hein, c'est pas deux. Après, nous verrons comment ça se passera pour la deuxième étoile. Je ne sais pas s'il en fait mention. Le 16 juin, le chef du gouvernement, Paul Reynaud, relève Édouard Daladier. Ah, qui est... Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là. Éléments. Édouard Daladier, voilà. Le relève de son ministère, donc, et exerce dès lors à sa place les fonctions de ministre de la guerre. Donc Paul Reynaud, confusion des pouvoirs, s'il en est, mais là c'est en temps de guerre, bon, à la rigueur, on passe. Mission diplomatique et politique. Le 6 juin, le général de Gaulle donc, est convoqué d'urgence à Paris par le président du Conseil des ministres de la guerre, Paul Reynaud, pour occuper dans son gouvernement le poste de sous-secrétaire d'État à la défense nationale et à la guerre. Monsieur Charles de Gaulle, le général Charles de Gaulle donc sort alors de la hiérarchie militaire pour commencer une carrière politique. Ah bon? Il a pour mission de coordonner l'action avec le Royaume-Uni pour la poursuite du combat. Mais je croyais que le Royaume-Uni avait replié ses hommes et est reparti. Enfin bon, je comprends plus rien. Le 9 juin, il rencontre le Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill. Voilà. Le général Charles de Gaulle quitte Paris, qui est déclarée ville ouverte et occupée par les Allemands. Ville ouverte, ouais. Le 10 juin, il rejoint alors Orléans, Brière et Tours. C'est le moment des ultimes réunions du Conseil suprême interallié où Churchill, lors de la conférence de Briare, à laquelle de Gaulle participe avec un rôle important puisqu'il est presque le ministre de la guerre, tente de convaincre le gouvernement des habitants du pays de fromage de continuer la guerre, malgré la défection totale de l'armée anglaise. Oui, les Anglais étaient partis, c'est bien ce que j'avais compris, embarqués à Dunkerque. Le général Weygand
demande l'intervention des 25 escadrilles de chasse de la RAF qui avait été promise par les Anglais pour pousser le pays des fromages à entrer en guerre. Mais Churchill refuse car il veut les réserver pour la défense contre une attaque directe du territoire de l'Angleterre. Eh oui, bah oui, les Anglais défendent d'abord leur pays, évidemment, de peur d'être attaqués. Je crois que même les Allemands ont essayé d'attaquer l'Angleterre, il me semble. Le 16 juin, il est en mission à Londres. Alors ça, c'est le général de Gaulle, bien sûr, au téléphone. La note de Jean Monnet. Alors Jean Monnet, qui était Jean Monnet déjà, je ne me rappelle plus. Jean Monnet, né d'accord. Bon, enfin bref. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Oh, que c'est casse-pied. Windows. Hein. Bon, enfin bref, je continue comme ça. Je sais plus où j'en étais. Bon, on a passé ça. Je comprends plus. Bon, il y a des vides, hein. Excusez-moi, chers amis, parce que là, il y a des choses qui vont pas du tout avec Windows. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Ça saute tout seul, je touche à rien pourtant. Je touche rien. Enfin bon. Alors là, bon, je sais pas qui se... Alors bon, appel du 10 juin. Non, mais on va pas sauter les... Non, je sais plus où j'en étais. Mission diplomatique et politique, bon. Bon, il y a un passage que je ne trouve plus, comme je vous l'avais dit, chers amis. C'est... Alors, le 16 juin, bon, allez, on y va. Il est en mission à Londres et dicte au téléphone la note de Jean Monnet, donc vient de... Ah ben c'est là que j'en étais. À Paul Reynaud, intitulée Anglo-French Unity d'une union franco-britannique votée le jour même, décidément, par la Chambre des communes. La Chambre des communes, c'est qui? C'est en Angleterre, ça. Oui, évidemment. Considérant dans la fusion des armées, notamment des Marines, des territoires, des colonies et du gouvernement des habitants du pays du fromage, dans l'Empire britannique, il fait valoir que dans le cadre, alors je cite, d'un gouvernement unique franco-britannique et vous, monsieur le président, pouvez être président du cabinet de guerre franco-britannique. De retour à Bordeaux, il apprend avec consternation le 17 juin la démission du président du Conseil. Qui était-il? Paul Reynaud. Son remplacement par Philippe Pétain, le maréchal Philippe Pétain donc. Le même jour, la nomination du général Végan, alors chef d'état-major de l'armée, comme ministre de la Défense nationale et de la guerre, sonne le glas des ambitions ministérielles de Gaulle. Le transfert des pouvoirs de chef de gouvernement au maréchal Pétain n'ayant lieu que le lendemain, de Gaulle est encore membre du gouvernement Reynaud et se dit qu'il court peu de risques en quittant le pays des fromages. Oui, alors là, oui, c'est des lettres du général de Gaulle, hein. Donc, ouais, il n'y a pas de contradiction là. Le représentant de Churchill auprès du gouvernement des habitants du pays du fromage, le général Edward Spears, est venu à Bordeaux pour tenter de convaincre Paul Reynaud et Georges Mandel, voilà, de rejoindre Londres, comme le prévoit le projet d'union franco-britannique, mais sans succès. Ceux-ci avaient l'intention d'embarquer pour l'Afrique du Nord à bord du Massilia, un bateau, hein, bien sûr, n'ayant plus de rôle à jouer dans le nouveau gouvernement et Paul Reynaud, lui, ayant fait remettre par son ex-directeur de cabinet Jean Laurent 100 000 francs prélevés sur les fonds secrets pour sa logistique à Londres. De Gaulle et son aide de camp Geoffroy Chaudron de Courcelles obtiennent du général Spears, donc, après maintes hésitations, d'embarquer avec lui dans le... Oui, c'est pas tout à fait
ça s'est passé, mais enfin bon, on présente le général sous les bons côtés, à travers ses lettres, à travers les lettres du général de Gaulle, hein, je veux dire. Il n'y a pas de contradicteur qui affirme le contraire, là. Hein. C'est M. Charles de Gaulle qui parle. Là. D'ailleurs, c'est curieux. Voilà, alors, le général de Gaulle prépare son discours. Hein. Ici Londres, les Français parlent au français. Voilà. Le gouvernement français a demandé à l'ennemi à quelles conditions honorables un cessez-le-feu était possible. Il a déclaré que si ces conditions étaient contraires à l'honneur, la dignité et l'indépendance du pays des fromages, la lutte devrait continuer. Qui a dit ça? Le général de Gaulle, apparemment. Bon. Enfin voilà, on comprend pas trop ce que c'est là. Alors en janvier 2023, c'est quoi ça? En 2023, le monde en partenariat. Ouais, alors c'est le monde qui parle. Bon, restons prudents. Ah voilà, les sanctions, c'est ça que je cherchais depuis le temps. C'est ça que je n'avais pas vu. Les actions de Gaulle, donc à Londres, se font sans aucun. Alors j'ai passé le discours du 18 juin, chers amis. Hein. Les actions de Gaulle à Londres se font sans aucun ordre de mission. Le 19 juin, le général Weygand, qui est ministre de la guerre, et son supérieur hiérarchique lui donne l'ordre de revenir de Londres. Voilà, Charles de Gaulle mémoire. Alors c'est lui qui parle, hein. C'est le général de Gaulle. Et le 22 juin, il annule sa promotion au grade de général à titre temporaire. Le 23 juin, le président de la République, Albert Lebrun, écoutez bien, le président de la République, France des habitants du pays du fromage, Albert Lebrun, prend un décret décidant de mettre le colonel de Gaulle à la retraite d'office par mesure disciplinaire. Voilà. Bon, c'est quand même M. Charles de Gaulle qui parle, hein, qui parle dans ses mémoires. Et de le traduire devant le Conseil de guerre. Il ne s'agit pas du gouvernement du maréchal Philippe Pétain. Il s'agit du président de la République, Albert Lebrun, socialiste, hein, de rappel, qui le condamne le 4 juillet à 4 ans de prison et à la perte de sa nationalité des habitants du pays des fromages. Ça veut dire qu'il a été déchu. Eh zut, oh là là, les réflexes là, c'est pas bon. Il est déchu de son droit des habitants du pays de fromage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est plus, voilà, il est plus foncé. Allez, zut. Un mois après le déclenchement de l'opération Catapulte. Bon, je pense que c'est ça. Par Winston Churchill avec l'attaque sur mer à El-Kébir. Du 3 au 6 juillet, l'attaque du cuirassé Richelieu à Dakar par le ferry Snoswich du porte-avions HMS Hermès ou Herms et du cuirassé Jean Bart, les anciens bateaux, vous voyez, qui n'existent plus, hein, à Casablanca par des vedettes lance-torpilles britanniques le 8 juillet, et tandis que De Gaulle a préparé l'attaque de Dakar, il est inculpé de trahison, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, désertion à l'étranger, entente de guerre, sur un territoire en état de guerre et de siège, et condamné à Clermont-Ferrand le 2 août 1940 à la peine de mort. Wow. Il s'agit de la peine de mort contre le général de Gaulle, je rappelle, hein. Dégradation militaire et confiscation de ses biens, meubles et immeubles. Sa déchéance de la nationalité française est confirmée dans un décret oui, bon, ils ont changé la date apparemment, du 8 décembre 1940 par qui? Journal officiel de l'État français, numéro. On peut toujours vérifier, hein. Regardez, on va le vérifier ensemble, chers amis, si vous me permettez. Le JORF, le journal officiel de la République française, abrégé JORF, donc JORF, ou dans un contexte strictement français, simplement JO.
Maintenant, ça porte un autre nom puisque c'est un journal électronique, hein, et le quotidien officiel du Pays des Fromages dans lequel sont publiés les traités, les ordonnances, les lois, les textes réglementaires, décrets, etc., et arrêtés de portée générale ou nominatif, les déclarations officielles et les publications légales. Il comporte plusieurs éditions intitulées Lois et décrets, édition des documents administratifs du débat parlementaire, etc. Le joueur fait des... Mais pourquoi il donne pas les... Je comprends pas là. Ils le disent pas. Bon, revenons en arrière, chers amis, parce que là, quelque chose ne va pas. Bon, bref, il est condamné par le gouvernement, enfin par le président Albert Lebrun, mais rappelons-le, en 1940, c'est le maréchal Philippe Pétain qui prend le pouvoir. Encore une fois, un gouvernement de fait, de facto, en latin, de facto, non de droit juridique. Encore une fois, je le rappelle, le vrai président, toujours en vigueur, était Albert Lebrun. Et c'est lui qui a pris ce décret de la déchéance nationale à l'encontre du général de Gaulle, etc., etc., etc. Je pense pas que ce soit le maréchal Philippe Pétain. Enfin bon, à vérifier quand même, hein, vérifions. Alors la France libre, bon voilà, néanmoins, le général de Gaulle continue voilà, dans son bureau de la France libre à Londres. Oui, c'est vrai qu'un militaire quittant le territoire de n'importe quel pays en état de guerre alors qu'on a besoin de lui, ben, c'est pas très... Voilà, hein, j'en dirai pas plus. Je ne veux pas non plus me faire d'ennemis. Bon, on passe rapidement. On va pas trop s'attarder dans cette première partie avec le général de Gaulle, hein, parce qu'il va revenir, on va le revoir à d'autres reprises et on va le revoir à travers les autres membres du gouvernement provisoire qui sont bien sûr sous son commandement. Hein. Voilà. Alors, relation tendue avec les États-Unis de Franklin Roosevelt. Oui, le président Franklin Roosevelt, lui, il préférait le général Giraud. Le général Giraud, qui était un proche, on va dire, du maréchal Philippe Pétain, je pense. Hein, donc, les Américains. Mais c'est Winston Churchill qui arrivera à arranger les choses avec de maintes tractations entre lui-même, le Premier ministre Winston Churchill, et le président Franklin Roosevelt. Bon, voilà. Mais c'est une autre histoire, on ne va pas ici rentrer dans tous ces détails, c'est assez long. Voilà, chers amis, libération du pays des fromages et de ses colonies. Ah oui, bah voilà, bon. Serrons la main du général Giraud à la demande de Roosevelt au centre. Au centre, il est où là? Et de Churchill à droite. Ben non, c'est le général de Gaulle, ça. Alors, il est là, Churchill, alors. Bon, enfin, je t'ai vu. Lors de la conférence de Casablanca, le 17 janvier 1943. Alors, en fait, c'est le général Giraud, qui était, on va dire, assez naïf, hein, qui va se faire détrôner la place, le premier rôle, par le général de Gaulle. Bon, le général de Gaulle étant beaucoup plus fin, on va dire, hein, beaucoup plus... Bon, je dirais pas le mot, hein. Je ne vais pas me faire d'ennemis. Mais bon, le général Giraud, trop débonnaire, acceptera de laisser le général de Gaulle, alors que c'était le général Giraud qui était le préféré des États-Unis, hein, on va dire. Oh, c'est joli ça. Moscou est la capitale de la Russie. Bon. Alors, libération du pays des fromages, mais grâce aussi aux soviétiques à l'époque, hein, voilà. Voilà, avec le général Charles Mast, voilà. C'est lui, hein, c'est le général de Gaulle. Bon, enfin bref. De Gaulle prononçant son discours après la libération de Paris. Oui, bon. On peut toujours discuter sur les... Voilà la photo que tout le monde connaît. Hein, le général de Gaulle rentrant dans Paris. Alors ça, c'est l'image que lui a proposée Winston Churchill. Vous savez que je vais vous faire un aveu pour soigner on va dire le personnage, enfin le persona, l'apparence du général de Gaulle. Winston Churchill avait
traité avec des cabinets, on va dire, de mode, enfin, pas de mode, mais comment ça s'appelle, de modélisation d'acteurs, de comédiens, on va dire, hein, et même de personnages, persona, apparence, hein, rappelons-le nous bien. Donc ils ont demandé au général de Gaulle de soigner son image quand il se présentait soit face au micro, soit devant les photographes, les journalistes, etc. Donc il devait soigner son image. Et Winston Churchill, vous savez que les Anglais, là-dessus, sont très forts. Hein, ils sont très forts sur l'apparence médiatique des hommes d'État, des hommes de la couronne, enfin des hommes et des femmes. Hein. Ils sont très forts et ils soignent leur image. Rappelez-vous la reine d'Angleterre, maintenant le roi Charles III. Rappelez-vous. Ils soignent leur image et ils savent très bien apparaître, on va dire, dans une attitude théâtrale. C'est un peu ce que Winston Churchill a dû proposer au général de Gaulle pour montrer, pour qu'il puisse être imposé à l'acclamation des Parisiens et puis dans l'ensemble des habitants du pays des fromages. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc de tout le pays, de l'Hexagone ou du pays des fromages, si vous préférez. Gouvernement provisoire de la République. Bon voilà, hein, Charles de Gaulle, président un conseil des ministres du GPRF, hein, vous voyez, le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, est le nom donné au régime politique et aux institutions correspondantes, lui succédant le 3 juin 1944 au Comité français de la libération nationale, CFLN. Oui, bon, je ne vais pas tout lire, mais en fait, ce sont des gouvernements provisoires, mais dont il n'y avait aucun président de la République. Hein. Enfin, si, Albert Lebrun. Encore une fois, excusez-moi, Albert Lebrun, il aurait dû être rappelé à ce moment-là par le comité provisoire du gouvernement français. Le président qui n'a jamais signé sa démission, qui n'a jamais donné sa démission et qui n'a été écarté que par la volonté de celui-ci. Donc Albert Lebrun, il est parti et c'est les Allemands qui l'ont empêché de rentrer, en quelque sorte. Voilà, il ne pouvait pas rentrer puisque les Allemands étaient l'armée occupante du territoire des habitants du pays des fromages. Je le rappelle. Alors le 12 juillet 1945, De Gaulle annonce aux Français donc la tenue d'une double consultation. Il s'agit d'une part d'élire une assemblée et d'autre part de déterminer si elle sera constituante, ce qui impliquerait l'abandon de la Troisième République. Conformément au souhait de De Gaulle. Ah voilà, c'est De Gaulle qui avait pris la décision de dissoudre la Troisième République. Vous voyez, à l'issue de ce double référendum, le général est conforté dans son projet puisque 96% des habitants du pays du fromage se prononcent pour une assemblée constituante. Oui, bon, ben, c'est ce que je vous ai dit, hein, il a soigné son image, il est rentré en vainqueur avec Winston Churchill, le président Roosevelt, bref, autrement dit les alliés hein, de l'axe atlantique, rappelons-le bien, sans l'Union soviétique. Voilà. Alors que sans les soviétiques, je ne sais pas si les Allemands auraient perdu la guerre, vous voyez, pour vous dire. Ce n'est pas les Américains seuls, les Canadiens et les autres qui auraient certainement vaincu l'armée allemande. Il ne faut pas se le cacher non plus. Parcours politique dans la 4ème République, bon sang, on va y revenir, chers amis. On va rester au gouvernement provisoire de la République des habitants du pays des fromages. Je savais que ce serait très long, mais que voulez-vous? Oula oui, hein, c'est... Oui, il y a beaucoup à dire. Oui. Ah, mais il parle aussi de sa présidence. L'attentat du petit Clamart. Qu'est-ce que c'est que ça? Charles de Gaulle. Ah oui, non, mais on va peut-être s'arrêter. Enfin, on reprendra l'ensemble de l'homme, le général de Gaulle. On reprendra ça. Alors, je vais noter un petit peu où je m'arrête. Alors là, fondation du RPF. Alors, on va arrêter. Alors on va s'arrêter au gouvernement, on va s'arrêter à la 4ème République avant de commencer de parler de la 4ème République, parce qu'on va parler de quelques... Ah mais justement, c'est étrange que... Ah oui, alors gouvernement provisoire, on va s'arrêter là, chers amis, hein, parce que je crois que
Avant de rentrer dans le début de la quatrième République, on va d'abord parler de quelques hommes qui ont émaillé le gouvernement dirigé par le général de Gaulle depuis Paris, hein. Voilà. Paris libéré, etc. Bon, vous connaissez la suite de sa formulation. Alors, je ne sais pas si je continuerai là ou si je continuerai. Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, on va arrêter là. Au gouvernement provisoire de la République des habitants du pays des fromages. Article connexe, gouvernement provisoire de la République. Ah oui, il y a un autre, hein. Oui, je crois que là, il y aurait beaucoup à dire. Voilà, bon. Voilà, gouvernement Gouin. Alors justement, on va peut-être parler d'eux, là, de ces hommes-là, qui effectivement... Alors attendez, il y a une chose que j'aurais dû faire, pardon. Alors, voilà, Charles de Gaulle, pardon, 14 juin 1944, janvier 1946, gouvernement Charles de Gaulle, donc c'est lui qui était le dirigeant principal, voilà. Alors, gouvernement, ensuite, Félix Gouin, janvier-juin 1946. Alors là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Non, alors il faut continuer à parler du gouvernement de Charles de Gaulle, je crois. Après, c'est Georges Bidault. Gouvernement Georges Bidault. D'accord, oui, donc on continuera sous la personnalité, oui, enfin la direction de Charles de Gaulle. Alors on va s'arrêter là, gouvernement provisoire. Bon, ça va être très long, chers amis, parce qu'on va aller jusqu'à la fin de carrière politique du général de Gaulle, hein, lorsqu'il démissionnera en 1969. Donc on va aller jusqu'au bout. Enfin, pas en un seul coup, hein, parce que les vidéos, je vous dis, elles dureraient des heures. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si ça vous intéresse. Si vous voulez que je poursuive le déroulement de l'homme et puis des hommes qui lui ont succédé, bien sûr, hein, voilà. Si vous voulez que cela se continue, ben écoutez, encouragez-moi. Je vous demande de m'encourager et de ne pas abandonner ce combat que nous menons ensemble pour la vérité. Alors bien sûr, je ne dis rien de fâcheux, bien sûr, concernant les hommes politiques, quels qu'ils soient, même si depuis le début de la Troisième République, nous avons affaire à une confusion de pouvoir, à la fois de pouvoir et à la fois de la justice. Et aujourd'hui, nous en voyons vraiment les éclats les plus brûlants. Hein, jusqu'à Dupond-Moretti, dernier garde des Sceaux avant le renouvellement d'un nouveau gouvernement, celui de Michel Barnier. Hein. Donc Dupond-Moretti, on ne sait pas où il est passé, mais bon. En tout cas, il n'est plus au gouvernement. Voilà, chers amis, écoutez, si ça vous a plu, voilà, je ne peux que vous encourager à me suivre. Alors, je n'ai pas encore de réseaux sociaux, en tout cas. Enfin, oui, je suis sur Facebook, mais bon. Je vous donnerai tout ça plus tard, si j'y pense. Enfin, voilà, je vous souhaite une bonne journée, d'être heureux sur votre lieu de travail, mais d'être surtout heureux en famille, entre amis. Soyez bienveillants les uns vers les autres, soyez heureux, portez-vous bien, bonne santé à tous et à toutes, et on se dit à très bientôt. Au revoir.